Et je veux arriver à pouvoir infuser en commençant par des choses comme on l'a dit, toi et moi, basiques, gestion du stress, productivité, meilleur sommeil. T'as juste tout raté quelque part. Et puis, assez subitement, il y a eu une forme d'éclair comme ça de non, 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 c'est pas là que ça se passe. Au service de l'expression, qu'elle soit sportive ou artistique. Et finalement, les arts martiaux comme le jiu-jitsu sont un peu un croisement entre ces domaines parce qu'on parle réellement d'art martial. Les Ah, Jujiteros, j'ai le grand plaisir d'accueillir pour un entretien exceptionnel le parfait mélange entre un artiste martial, un moine bouddhiste et un bodybuilder. J'ai l'honneur de vous présenter Steph Gentis. mon Julius, merci pour ton accueil, mon Ah, frère. merci à toi d'avoir accepté. Ça me fait vraiment très très plaisir. Steve, ça fait maintenant une bonne année qu'on se connaît. On vient de passer une bonne semaine ensemble il y a quelques jours en arrière. J'ai vraiment eu grand plaisir à échanger avec toi. Et bon, maintenant, moi, je te connais. Il y a beaucoup de gens qui te connaissent. Sache que ici, sur cette chaîne, il y a quand même pas mal de gens qui pratiquent le jiu-jitsu brésilien. Aussi Mhm. beaucoup de gens qui sont dans la santé naturelle. Je sais que tu es connu sur la région parisienne. Et au fil de la dernière année, il y a beaucoup de gens qui t'ont découvert sur les réseaux sociaux, aussi par le fait que tu interviens auprès de Greg MMA. On peut même dire que tu es son coach. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi, d'où tu viens, qui est Steph Gentis? Hmm. Qui est Steve Gentil? Ça, c'est une belle question. Je vais prendre une petite gorgée de ce Vas-y. shake plein de vie. Hmm. Parce que, comme on se le disait en off, les journées sont intenses et, euh, et voilà, donc on atterrit, on se concentre. Et en tout cas, je te remercie encore une fois, mon frère, mon Julius, de m'accueillir sur ton espace de parole, d'échange. Et je suis ravi aussi que ce soit dans le cadre d'une communauté qui compte des artistes martiaux, parce que pour me présenter, eh bien c'est vrai que pour moi la dimension martiale, l'art martial, la voix martiale ben, est présente depuis tout petit, hein. La chance d'avoir un père aikidoka qui m'a mis sur le tatami très jeune. J'ai commencé le judo à 4 ans. Et pour te décrire un peu mon parcours, donc ça a été beaucoup de sport et principalement des arts martiaux. Quelques sports de combat, enfin surtout j'ai eu aussi un petit moment avec le rugby jeune, la chance aussi d'avoir eu un beau papa, un beau père président de club de rugby, donc un sport de combat collectif. C'est vrai que j'ai baigné en tout cas dans ce milieu euh, plein de valeurs finalement, hein, que ce soit les arts martiaux, le rugby très jeune, et puis d'autres influences, ma grand-mère le tai chi, ma mère la méditation. Et ça a été assez instinctif pour moi de me dire que je voulais travailler avec le sport et transmettre. Donc j'ai suivi toute cette période de l'enfance, les compétitions, les combats. Comme toi, on en a souvent parlé, évidemment, des influences communes, hein, des personnes comme Rickson Gracie, enfin, tout cet esprit, ces grands combattants, et à côté de ça, qui véhiculaient des valeurs, qui étaient inspirants. Moi, j'ai vraiment grandi avec ça, et puis avec Bruce Lee, avec les films, euh, tous ces films de combat, Van Damme, etc. Bon, ça a vraiment bercé l'enfance, la jeunesse, et je ne me voyais pas faire autre chose que de continuer dans ce milieu-là. Alors, j'ai fait mes études de préparateur physique, notamment à l'INSEP. Et à l'origine, c'était vraiment pour être préparateur physique de rugbyman, parce que j'aimais vraiment travailler auprès des différents postes et des physiques et de tout ce que ça implique de travailler auprès d'athlètes comme les rugbyman. Et finalement, la vie a fait que je me suis retrouvé assez rapidement à intervenir plus dans le milieu du personal training au cœur de Paris, dans un milieu très artistique, beaucoup de personnes, de personnalités, dans la mode, le cinéma, l'art, la musique. Et à côté de ça, j'ai développé donc plus l'accompagnement en préparation physique, mais auprès de combattants. Donc aussi mon autre, je dirais, amour de jeunesse quant à au sport et aux arts martiaux, bah, je suis resté dans ce milieu en tant que pratiquant et puis aussi en tant que préparateur physique. Et puis, la vie faisant, avançant, j'ai continué d'explorer, disons, la voie martiale. Au bout d'un moment, je suis passé de la compétition à l'expression artistique.
en devenant cascadeur. Donc, j'ai travaillé aussi dans le cinéma en tant que donc performeur cascade, surtout pour les combats, mais aussi pour préparer les acteurs. Je me suis spécialisé donc dans la préparation, l'entraînement d'acteurs pour des rôles de combat. Donc ça m'a permis de vivre aussi différemment les arts martiaux et d'aller me confronter aussi au milieu artistique et le découvrir. Il y a eu aussi la danse qui a fait son entrée. Donc en parallèle de l'entraînement, j'ai cheminé dans le milieu artistique pendant une dizaine d'années sur scène, face à la caméra, aussi bien comme je te le disais, à préparer des acteurs, à les entraîner qu'à performer euh, moi-même. Et ça a été extrêmement enrichissant. Et puis après, au fil des années, j'ai décidé de vraiment me consacrer, me dédier encore plus intensément à l'accompagnement et la transmission. Et comme la toile de fond, je dirais, de ma période fin d'adolescence et jeune adulte jusqu'à maintenant, il y a une véritable ouverture sur les recherches plutôt de l'ordre de la conscience, de la spiritualité, du cheminement intérieur. Et ça a pris de plus en plus d'espace. Et finalement, j'ai rallié, je dirais, l'approche du corps et de l'entraînement, préparation physique, mouvement, martial, danse, tout ce que j'ai pu implémenter de par mes expériences, avec toute la dimension méditation, respiration et enseignement qui vont autour de cela, c'est-à-dire enseignement plutôt lié à la conscience et à l'expansion de conscience. Et donc aujourd'hui, je dirais que j'ai une approche holistique de l'entraînement. C'est ce qu'on fait avec Greg notamment. Donc moi, je suis pas son coach en combat, je l'entraîne vraiment au niveau préparation physique et mentale. Donc entraînement holistique, je ne sépare ni, enfin je sépare pas le corps et l'esprit, hein. On le fait souvent en Occident, mais finalement il y a aucune séparation. Et dans les arts martiaux, ça on le sait très bien. Donc ça c'est vraiment mon cœur d'activité aujourd'hui. Et à côté de cela, ces derniers temps, le désir de transmettre, surtout dans tout ce qui touche justement à la conscience, bah, c'est même pas le désir, c'est cette impulsion, cette mission de vie que j'ai choisie, elle prend une envergure, je dirais, de plus en plus ample et ça prend forme dans des conférences, dans des podcasts, dans des médias, à la télé, sous différents, travaille avec des magazines aussi. Et, et j'ai créé une communauté récemment donc dédiée à la transmission de la méditation, de la respiration. Donc voilà, je te dépeins un peu le tableau pour me présenter, mais disons qu'aujourd'hui, mon activité principale, elle est dans la transmission toujours, mais je sens que je quitte un petit peu le dojo, hein, même pour en parler, j'ai créé aussi un dojo à Paris, mais c'est toujours mon travail de cœur, je dirais, d'entraîner, d'être vraiment sur le terrain. Mais je sens que la mission de vie, ce qui part vraiment du cœur et de cette impulsion de pourquoi est-ce que tu es venu sur Terre, eh bien, ça prend beaucoup plus l'idée d'être auprès d'un large public et de pouvoir proposer des voies, des outils et des enseignements qui permettent à chacun de travailler sur leur être profond et sur leur conscience. Ce qui finalement rejoint un peu la suite logique des cheminements dans les arts martiaux, c'est-à-dire on va passer de l'externe purement à aussi à la partie interne. Voilà. Et justement, ouais, on comprend bien, tu vois, que dès le début, tu as été porté par ce côté plus corps que esprit, même Ouais. si tu le dis dans ta famille, il y a une inspiration, tu vois, un peu tai chi, méditation, de par ta maman ou ta grand-mère. Euh, à quel moment tu t'es rendu compte, à quel moment il y a eu ce switch où tu t'es dit, oui, Mm. en fait, ce côté esprit, développement spirituel, à quel moment ça a pris le dessus dans ta pratique quotidienne? Est-ce qu'il y a eu un facteur Mm. déclencheur? Alors, il y en a eu plein à différentes périodes, évidemment. Nous sommes ce processus, nous sommes ce mouvement, aussi bien au niveau du corps que de l'esprit. Je pense que les premières impulsions d'aller vers une recherche de spiritualité, de cheminement interne, ce qui m'a amené vraiment à plonger plus profondément dans l'étude de la méditation, notamment par le bouddhisme et différents courants du bouddhisme, principalement le zen japonais ou grande influence aussi du bouddhisme vipassana euh, ou du bouddhisme tibétain. Et ça a été beaucoup la adolescence, fin de l'adolescence, qui a été pour moi plutôt chaotique, brutale, avec ouais, des moments vraiment difficiles émotionnellement, humainement, de par ce que l'on peut traverser à ces périodes-là de vie. Mais moi, je l'ai plutôt vu assez rapidement comme une opportunité justement de m'élever. Et ça a vraiment commencé à cette époque où il y avait
cette souffrance, en fait, ce mal-être finalement, et la seule voix qui m'était venue instinctivement pour composer avec ces, ces, ces ténèbres internes, je dirais, bah, c'était de commencer à m'asseoir et à méditer de manière complètement instinctive. Donc ça a toujours été là. Et puis après, au fil de la vie, par différents prismes, hein, le fait de voyager beaucoup, d'être attiré par l'Asie, par différents pays, bah forcément, je profitais d'être en Thaïlande pour aller dans les camps Box Thai, mais pour aller aussi dans les temples, pour aller méditer, pour aller faire une retraite Vipassana. Et puis après, j'ai été attiré par l'Amérique latine, et là, j'ai pu découvrir notamment le travail et l'enseignement et le soin par les chamans et les traditions chamaniques avec les états de conscience élargis et les plantes médecines, ce qui a été pour moi un autre prisme, une autre ouverture sur les états modifiés de conscience qui me permettait bah, de continuer à investiguer, à chercher, toujours dans cette idée de quête d'aventurier. Et puis tout s'est un peu imbriqué. Il y a eu aussi évidemment euh, dans toute la partie artistique, j'ai pu prendre le temps de faire des études dans le théâtre, donc l'interprétation, le travail de l'acteur. On plonge dans la psychologie, on plonge dans l'appareil émotionnel, on plonge dans l'étude de ce qu'est un humain, dans son fonctionnement. Et ça a été un autre prisme pour moi pour étudier comment fonctionne psyché, soma, le rapport entre le corps et l'esprit. Et puis finalement, c'est vraiment monté en puissance en allant plus loin dans mes pratiques, en allant plus loin aussi avec les états de conscience élargis de par les plantes, et aussi suite à de grosses blessures où je me suis retrouvé vraiment immobilisé, ligaments croisés, hernie discale paralysante dans la jambe, donc vraiment une incapacité à utiliser ce corps finalement qui depuis l'enfance était le véhicule et synonyme de tant de possibilités. Et je ne pouvais déjà plus pratiquer, mais je ne pouvais plus enseigner. Je ne pouvais plus montrer un squat, je ne pouvais plus montrer de mouvement fonctionnel. Tout ce qui était mouvement, haltérophilie, ça a été fini pendant des années parce que très difficile de récupérer de ces blessures. Et finalement, ça m'a amené à plonger encore plus profondément dans la méditation, la respiration, pour me guérir, pour être en mouvement, mais avec mon esprit. Et naturellement, j'ai commencé à le transmettre de manière de plus en plus poussée, puisque c'est ce que je pratiquais. Et je pense que, tout comme toi, tout ce que l'on pratique, tout ce que l'on intègre, tout ce qui ouvre des champs de conscience ou des choses que l'on ressent, eh bien, l'impulsion naturelle, quand on dédie sa vie à la transmission, c'est de le faire passer ensuite. Si ça nous a fait du bien, si ça nous a élevés, si ça nous a guéris, on veut le transmettre. Et c'est vrai que ces derniers temps, ça a été grâce à ces blessures, clairement, que la transition, je dirais, finale d'accorder tellement de place à la transmission de la méditation, eh bien, ça s'est opéré dans cette période de soins, de guérison. Tu sais, Steve, il y a tellement de choses sur lesquelles je voudrais rebondir sur ce que tu as dit. Je vais essayer de reprendre aussi depuis le début. On voit déjà que tu as ce côté, déjà, d'un point de vue physicalité, très holistique. Tu l'as dit, les arts martiaux, sport de combat, la danse, ça va vers la danse aussi, tu vois. Il y a beaucoup de gens, tu vois, on est des, tu vois, il y a ce côté macho un peu, tu vois, mal. On faisait référence à des films d'action. Et puis, tu sais, tous les deux, on n'est pas très loin en âge. Ben, on se voit mal à un moment donné, le mec balèze, et on voit le mec balèze qui va danser. Tu vois, il y a comme une dissonance. Comment toi, tu as fait ce switch? Comment tu as, toi, à prendre du recul dans un milieu assez macho, tu vois, la Hmm. préparation physique, les sports de combat, le bodybuilding, et dire, OK, bah, tiens, je fais ce switch vers la danse. Comment tu as fait ça? Eh bien, encore une fois, c'est un maillage d'influence et d'expérience, mais si j'en reviens peut-être à l'origine de cet intérêt pour les arts et l'expression artistique, ça a été aussi beaucoup grâce à ma mère qui m'avait mis jeune à l'art plastique, au théâtre. J'ai vraiment eu beaucoup de chance avec ma famille de pouvoir pratiquer ces choses-là qui plantent des graines dans nos esprits et finalement dans ce que l'on peut devenir. Et donc cette sensibilité, elle a toujours été présente. Et je pouvais aussi bien peindre qu'être déjà au théâtre tout petit et aller combattre le week-end judo, à la boxe, etc. Donc je pense qu'il y avait ce côté, disons, yin et yang ou équilibré. Et puis ça a été beaucoup réactivé et nourri par toutes les personnes que j'ai commencé à entraîner. Donc quand je t'expliquais un peu cette période assez jeune, hein, j'ai commencé à 18 ans, j'étais donc à l'INSEP et je faisais mes études c'était les BE à l'époque, BE à Cumèze, hein, tu dois t'en rappeler.
Donc, je faisais mes études en alternance et j'étais dans cette salle du cœur de Paris où il y avait vraiment, disons, tout le milieu artistique, et aussi, c'est vrai, jet set, etc. Et moi, je baignais dans ce milieu-là, qui arrivait de la province ou de la banlieue parisienne. Donc, je découvrais tout ça et je me retrouvais à aller dans les défilés de mode, à être sur les plateaux de cinéma, à accompagner des grands acteurs dans leur préparation, des artistes musicaux dans des tournées, euh, à être nourri de tout ça. Avec certains de mes élèves, j'allais à l'opéra, j'allais dans les foires d'art, j'allais voir des grands ballets de danse et de l'art contemporain, de l'art classique. J'ai été nourri, nourri, nourri jusqu'au jour où, de par ces contacts, une chorégraphe me repère quand je faisais encore de la compétition et elle cherchait un boxeur. Elle cherchait deux boxeurs, on a été deux, boxeurs et artistes martiaux pour sa compagnie et pour mixer la danse et la boxe. Et ça a été pour moi la principale voie, je dirais, d'expression dans le milieu artistique, parce que finalement, la cascade, c'est un peu le mix de la boxe et enfin, du combat, de l'art martial et de la danse, parce que c'est des chorégraphies, c'est des timings, c'est du jeu. Eh bien, avant d'aller vers vraiment le cœur de ce qu'est la cascade, j'ai eu vraiment des années à performer, notamment dans une compagnie où on mixait la danse et la boxe. Et c'est là où j'ai commencé à composer vraiment avec ce parallèle, mais où je trouvais un équilibre dans ce paradoxe de la sensualité, la douceur, la puissance aussi souple de la boxe, de la danse, pardon, et je pouvais aller boxer aussi à côté et faire du sparring lourd et tourner en MMA. Et moi, je trouvais vraiment un équilibre dans les deux. Et finalement, sensibilité, force, souplesse, euh, dureté, euh, féminin, masculin, art martial, j'ai toujours trouvé une cohérence et pas opposé tout cela. Et je pense que c'est déjà à cette époque aussi où je n'opposais pas le corps et l'esprit. Parce que clairement, quand tu évolues dans ces domaines d'expression, que ce soit la compétition ou la scène, c'est pareil, il y a des parallèles. Quand tu vas rentrer sur le tatami, c'est similaire au moment où tu vas rentrer sur scène face au public. Il y a beaucoup de choses. Quand tu vas préparer ton costume de danseur, c'est comme quand tu vas préparer tes bandes pour aller combattre. Donc il y avait toutes ces parallèles et ça m'a vraiment nourri. Et je pense, de par toutes ces influences d'artistes et de grands créatifs, je me suis pas fermé en me disant tu dois rentrer dans cette case. Soit tu es un danseur, soit tu es un combattant, soit tu es ci, soit tu es ça. Je me suis dit, non, on peut tout être. Si Ah c'est des ouais, choses qui te font vibrer, qui te plaisent, pourquoi choisir? ouais. Embrasse tout et trouve justement ta voie d'expression et comment tu peux créer des ponts au lieu de voir des séparations. Moi, je dis amen, tu vois, et tout ce que tu mets en avant là, on voit l'origine, tu vois, c'est l'exemple parental, les opportunités que la famille t'a donné, ça t'a donné un cadre. Et enfin, t'as pas donné un cadre, justement. Oui, ça t'a donné un cadre élargi, justement, avec, il Mhm. n'y a pas de barrière, tout est ouvert, tu vois, c'est pas, t'es un garçon, tu t'habilles en bleu et tu feras tel type de sport, tu vois, on peut tout faire. Et pour l'expression à la fois physique dans sa globalité, avec une vision 360 degrés, ça me plaît énormément. Ça me parle et c'est quelque chose, toi, pas avec regret, mais parce que je l'ai découvert plus tard. Tu vois, moi, je viens du milieu, la campagne, militaire, sécurité. Et toi, et j'avais même des fois honte de dire que ben, j'écoutais de la musique classique tout seul chez moi, Mhm. que j'appréciais écouter de l'opéra, que je commençais à faire de la méditation aussi. Au début, tu dis non, mais les gens vont me prendre pour un allumé ou ils vont croire que ils vont dire ouais, ça y est, t'es homosexuel ou quoi, tu vois un petit peu à quoi je fais référence. Je dis non, et ça me fait plaisir, toi, que tu aies eu ce chemin. Steve, je voudrais qu'on revienne sur la méditation. Personnel, bon, tu l'as évoqué, toi, tu as commencé ça dès l'adolescence, on va dire, même si c'était un exemple de par la famille. C'était quelle année à peu près? Vers quelle année? Hmm, je dirais que la fin de l'adolescence, 16-17 ans, donc je te parlais d'une période, j'évoquais une période assez chaotique et où clairement j'étais en train de passer à côté de ma vie. J'ai fait un rejet complet de l'éducation, enfin de l'éducation au sens éducation nationale, le côté scolaire, ça n'a pas du tout fonctionné. Le côté justement formaté, rentrer dans des cases, ça ne prenait pas du tout. Donc rejet assez rebelle, euh, environnement aussi
assez tough, confrontant dans certains quartiers chauds, disons, et à certains moments de mon adolescence. Donc tout cela où je me suis aussi créé ce personnage, justement, je m'étais inventé cette identité de petit dur, de petit caïd, mais pas au sens très méchant, mais en tout cas, l'armure, la protection. Donc, fermé finalement. Mais à l'intérieur, ça me crée déjà de la souffrance parce que de jouer au petit dur, quand, comme tu dis, tu rentres chez toi pour écouter de la musique classique, que tu vas voir euh, une pièce d'art ou quelque chose et que tu as les larmes qui viennent et qu'à côté de ça, dans la rue, il faut jouer le petit bagarreur, etc., par mécanisme de conformisme et entre guillemets de survie, il y avait une énorme dissonance et je cultivais presque le fait de me saboter pour finir à travailler. Voilà, à 15 ans, je me suis retrouvé sur les chantiers, les mains dans le ciment et j'ai un profond respect pour toutes les personnes qui vivent dans ces domaines qui sont physiques, qui sont éprouvants, qui sont durs à vivre, il faut le dire, aussi physiquement, aussi pour plein de raisons. Et pour moi, en fait, je me disais, bah écoute, ça va être ça ta vie maintenant, en fait. T'as juste tout raté quelque part. Et puis, assez subitement, il y a eu une forme d'éclair comme ça de non, 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 c'est pas là que ça se passe. Et comme si ma conscience était descendue dans le cœur et qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Moi, ce que j'aime, c'est le sport, les arts martiaux et j'ai envie de transmettre. Et là, du jour au lendemain, il y a eu ce switch-là, comme un moment d'éveil quelque part, où je sentais que j'étais en train de passer à côté et de prendre une direction qui n'était pas ce pourquoi, en fait, j'étais venu sur Terre. Et c'est devenu très clairement et en même temps, il y a eu cette impulsion de me dire, assieds-toi, rappelle-toi de ta grand-mère quand elle faisait son tai chi, de ta mère quand elle méditait dans les moments où aussi c'était difficile pour elle. Donc tu devrais t'asseoir et tu devrais reprendre ça. Et à côté de ça, j'ai commencé à réouvrir les livres que je voyais justement dans la bibliothèque de ma grand-mère, les livres sur le bouddhisme, sur différentes approches de la mystique, sur les yogis. Et j'ai commencé comme ça de manière complètement instinctive finalement. Mais rapidement, j'ai commencé à aller dans des centres bouddhistes, de yoga. J'ai rencontré la vie aussi, les connexions. J'ai rencontré un moine bouddhiste qui était réfugié, qui est toujours réfugié politique d'ailleurs, tibétain, qui m'a aussi enseigné la méditation selon la tradition tibétaine. Voilà, donc ça s'est fait en fait assez naturellement. Et puis après, je n'ai cessé de l'approfondir parce que je voulais pas me cantonner justement à une approche de la méditation, mais faire un peu le tour de ce que pouvait être ce grand art finalement que l'on appelle la méditation, cet art d'être. Et je me rappelle bien, tu m'avais dit par le passé que justement, tu faisais des retraites, tu allais dans des monastères aussi pour t'imprégner Mm, de cet état d'esprit, mm. et de cette vie, te mettre dedans pleinement. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment ça se passe, dans quel monastère, par exemple, tu es allé et ce que tu en as retiré? Ouais, alors il y a eu toujours, je pense, cette attirance, cette appétence pour la mystique. Hein. Encore une fois, j'en reviens à cela et c'était drôle quand tu faisais cette préparation, cette présentation entre le mix d'un moine bouddhiste, d'un combattant et c'est vrai que c'est des archétypes qui ont toujours été assez inspirants pour moi, assez forts, même s'il n'y a pas eu ce désir de devenir moine, de rentrer dans la vie monastique, qu'elle soit chrétienne, bouddhiste ou autre, mais l'idée de d'être en retraite. Moi, je suis enfant unique, j'ai grandi très seul aussi à la campagne et j'aime la solitude. J'avais vraiment être tout seul dans la nature, ça a toujours été une zone de confort, mais aussi une zone d'enseignement, une zone de ressenti, une zone de vie. Et, et je pense que cette impulsion, elle s'est développée naturellement. Et encore une fois, de par mes rencontres et aussi quelqu'un dont je suis très proche qui est moine catholique et le bon frère David d'ailleurs, qui est aussi un mentor, un docteur en philosophie. Donc il a ce côté très monastique, mais aussi ce côté très érudit. Lui, il est spécialiste plutôt de tout ce qui est philosophie grecque, Aristote, etc. Donc il a été pour moi un mentor aussi sous une autre approche parce que c'est assez opposé finalement la vision catholique et la philosophie occidentale de la vision bouddhiste et la philosophie orientale. Donc, je me suis intéressé aux deux, et notamment grâce à lui, à David, eh bien, je pouvais accéder à différents monastères ou couvents. Notamment, je pense aux sœurs de Semur-en-Brionnais, qui c'est dans
euh, en Bourgogne. Et j'allais là-bas seul et je demandais aux sœurs, elles vivent une partie du temps en silence, à rentrer en silence, à rentrer en jeûne aussi. Et j'allais là-bas de moi-même éteindre le téléphone, rentrer en silence, rentrer en jeûne et aller dans l'église méditer, aller prier à ma manière, sans forcément suivre la liturgie, sans forcément suivre les offices, je veux dire, mais et c'était là et depuis assez jeune et ça l'est toujours. Là, à l'heure où on se parle, je prépare un voyage pour aller au Népal, aller voir un de mes mentors et continuer ces études. Je sens que il est indispensable, il est impératif de s'imprégner, de s'immerger, de vivre le silence, de vivre le jeûne, de vivre la méditation, de vivre l'entraînement intense, de vivre l'exploration. Si tu parles d'état de conscience élargi, va travailler avec les chamans, va prendre les plantes, expérimente-le, ressens-le, travaille-le. Et pour moi, c'est ça vraiment quelqu'un qui peut dédier sa vie à la transmission de manière intègre. C'est quelqu'un qui reste un élève et un pratiquant et qui fait ce geste d'aller s'immerger et se confronter en profondeur. Et voilà, mon cheminement, je le maintiens toujours sur cette fréquence-là. J'ai besoin d'aller me confronter, d'aller m'immerger pour pouvoir en ressortir quelque chose de transmissible et sans que forcément les personnes à qui on transmet aient besoin d'aller aussi loin, entre guillemets. C'est pas le but. C'est plutôt comment est-ce que l'on peut tirer de tous ces enseignements que l'on reçoit de nos mentors, de nos expériences personnelles, eh bien, comment on peut en tirer quelque chose que l'on peut transmettre à des personnes qui n'ont pas forcément pris des chemins de vie similaires et qui n'ont pas forcément le temps, qui n'ont pas forcément la possibilité parce que famille, travail, mais on peut leur donner une quintessence de ce que peut être ces choses-là pour qu'elles puissent aussi aller le ressentir de par elles-mêmes, par la suite. Tu- dans tout ce que tu dis, on voit que le voyage a façonné aussi ta pensée, et c'est en parallèle avec ta quête spirituelle. Et on rappelle pour tout le monde, hein, la spiritualité n'a rien à voir avec la religion, hein, bien évidemment, hein. Dans cette quête spirituelle, Surtout rien avec le dogmatisme. voilà, c'est ça. Tu as évoqué l'Amérique du Sud, les chamans, les plantes médecines. Est-ce que ça, tu as rencontré ces chamans que en Amérique du Sud, ailleurs, il y en a en Europe. Et est-ce que tu pourrais expliquer pour ceux qui sont non initiés ce qu'est la plante médecine? Mm. Il y a eu des rencontres effectivement en Amérique latine, mais aussi des rencontres dans différentes régions du monde, hein. Ce que l'on appelle le chamanisme ou les guérisseurs, on pourrait donner ce synonyme, ou les druides, hein. C'est la même famille, hein. C'est aussi des chemins de vie et des fonctions au sein même de la société, des sociétés ancestrales qui étaient présentes évidemment en Europe et qui ont été évidemment à l'origine de beaucoup de choses qui se sont transformées aujourd'hui vers d'autres formes de médecine, mais les guérisseurs ont toujours été présents là. Donc le chaman et ce rôle aussi de personne qui soigne, mais qui est un intermédiaire entre différentes dimensions. Selon, alors, le chamanisme, c'est un domaine extrêmement vaste, mais disons que c'est la capacité de faire le pont aussi entre différents mondes, entre le monde des esprits, entre le monde de l'invisible et du subtil et la dimension physique. Euh, Par exemple, en Amazonie, les chamans sont réellement des personnes qui ont développé l'art et les aptitudes de communiquer avec les plantes ou de communiquer avec les animaux et de ressentir différentes formes de vie, différentes formes de conscience, encore une fois, à des fins de soins au niveau physique, spirituel, psychique. Et ce n'est pas séparé d'ailleurs dans certaines sociétés comme dans les peuples premiers en Amazonie. Le chaman, les pagés ont des places véritablement centrales, même au niveau de la société, de la manière dont on interagit, de la manière dont on règle les problèmes, de la manière dont on réunit le village, les familles aussi pour traiter, pour converser, pour atteindre certains états aussi de communion, justement. Et donc, ça a toujours été présent, hein. On en parle en Amérique latine parce que c'est très présent aussi dans la vision qu'on a du Mhm. chamanisme, mais évidemment, il y a plein de choses similaires en Afrique, en Asie. On retiendra aussi facilement l'image des chamans sibériens Oui, avec les tambours, qui avaient développé justement des états de transe auto-induits sans plantes. C'est assez rare, mais il y a certains endroits où le chamanisme, c'est une petite minorité, mais c'est développé sans l'utilisation de plantes entéogènes. Entéogènes
de théo, Dieu, avoir Dieu en soi, hein, comme l'enthousiasme. Donc les entéogènes sont ce qui était aussi très utilisé par les chamans, à part justement, petite parenthèse, dans des endroits où ça ne poussait pas parce qu'il faisait trop froid. Donc on a développé d'autres manières d'avoir accès à ces dimensions et aux états de transe, donc aux états de conscience modifiés. Et donc l'utilisation des plantes médecines, ça a toujours été là à l'origine des religions telles qu'on les connaît aujourd'hui. Si on fait des recherches dans la Bible, dans plein d'écrits et dans toutes les religions monothéistes, eh bien, on verra en fait qu'il y a des références à des plantes médecines, à des plantes psychédéliques, à des plantes qui peuvent, en interaction avec notre corps, ce n'est pas que la plante, c'est l'interaction entre le corps et la conscience humaine et certaines plantes. Donc, c'est des compréhensions de ce que la mère nature, ce que la Madre Tierra, comme certains diront, ou la Pachamama, nous permet d'ouvrir ces portes de notre conscience. Donc, principalement, l'utilisation donc, des plantes médecines, ce sont des cérémonies où il y aura l'utilisation de plusieurs plantes pour rentrer dans des états de transe, des états de conscience élargie, où on va pouvoir soigner son corps, soigner son âme, dialoguer avec son esprit et en fait avoir une compréhension beaucoup plus vaste et beaucoup plus profonde de notre chemin sur Terre, de notre place au sein même de l'univers, du mystère de la vie. Et donc, ça fait partie, en fait, du chemin spirituel de ce que les anciens avaient compris comme étant une dimension indispensable à la vie de l'être humain. Et aujourd'hui, on pourrait dire que le sacré, euh, a été supprimé de notre société, que ce que l'on perçoit aujourd'hui des dogmes et des religions a quasiment enlevé la dimension mystique où l'on pouvait toucher des choses de par soi-même, de par les états de conscience élargis. Eh bien, ces états de méditation très profondes, ces états de transe durant les cérémonies nous permettent de sentir, d'avoir une expérience directe de ces dimensions beaucoup plus larges que celles de notre identité ou celles de nos systèmes de croyances. On vient ouvrir notre esprit et recevoir une somme immense d'informations au cours de chaque cérémonie. Donc, voilà, les plantes médecines, ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Ça a été présent partout. C'est à l'origine des religions à bien des égards tels qu'on les connaît aujourd'hui. C'est toujours présent auprès de nombreux peuples autochtones, même si malheureusement ça se perd. Et c'est aussi par destruction de notre mode de vie. On détruit l'environnement et on détruit ses cultures. Mais ça revient aussi en Occident, notamment grâce à la psilocybine, au traitement par les champignons, hein, c'est la substance active, c'est la psilocybine, et bien notamment aux États-Unis et dans d'autres pays des scientifiques et des docteurs et des psychiatres de pointe, des chercheurs, s'intéressent à cela et même ont remis au premier plan les thérapies par les psychédéliques pour la dépression, prenons aussi l'anorexie, l'addiction, c'est-à-dire que c'est si puissant que l'on peut régler des maladies et des maux psychiques si profonds que ces trois exemples-là, même si ça travaille aussi par exemple sur les syndromes post-traumatiques, hein, il y a des traitements pour les combattants, les anciens militaires, qui vont nous permettre d'avoir accès à des guérisons profondes, à des libérations de trauma, à des compréhensions de ce qui nous fait avoir tel ou tel blocage et schéma limitant. Et bien là, on va tout réouvrir, reprogrammer de par l'intégration et finalement avoir cette conscience beaucoup plus vaste qui nous permet d'être un humain euh, au sens large, d'exprimer notre plein potentiel et finalement de sortir des petites cloisons et des divisions que l'on a à la fois en nous, dans notre conscience, et que l'on a vis-à-vis du monde et vis-à-vis des autres. Et on pourra parler de la respiration, tu en as fait l'expérience. La respiration nous amène aussi, hein, c'est des transmissions, même si aujourd'hui on parle de breathwork et de travail respiratoire thérapeutique ou de libération somato-émotionnelle, ça vient aussi de l'héritage des chamans du souffle ou des yogis qui avaient compris qu'on pouvait utiliser ces états de transe aussi par la voie du souffle pour libérer, pour faire circuler, certains l'appelleront le chi ou le prana, mais l'énergie interne qui est liée aussi à nos émotions, à nos états d'être. Eh bien, on avait aussi compris avec le souffle que l'on pouvait avoir accès à ces états de conscience élargis qui finalement, sans dire la spiritualité, c'est forcément rentrer dans un temple. C'est de le vivre et d'accéder à ces compréhensions-là qui s'appliquent à une vie quotidienne. Elle est là, la spiritualité. Elle est dans les problèmes et les défis du quotidien. Elle n'est pas segmentée et réservée au dogme, bien au contraire. Steve, tu as dit énormément de choses. Moi, tu sais, hein, je suis déjà conquis parce que voilà, au fil des années, j'ai déjà expérimenté pas mal de choses. J'ai vécu, bah, comme tu en as parlé dernièrement avec les exercices de respiration, quoi.
que j'ai fait dernièrement, pareil, un état un peu de transe juste par la respiration. D'ailleurs, les Jujutsu, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus à part. Tout ce que tu as dit, tu es bien conscient, on en est conscient tous les deux, ça peut faire peur à des gens. Tu vois? Tu Mhm, le sais, un discours comme ça, tout le monde n'est pas prêt à entendre ça. Tout le monde n'a pas cette ouverture d'esprit. Tout le monde a des fois peur d'aller chercher au-delà de ce qu'on voit, au-delà du simple fait de se dire je me sens bien, je me sens mal, tu vois. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, pour rassurer les gens vis-à-vis de ces mhm. pratiques de quête d'en savoir plus sur soi, d'être à Bien l'écoute de sûr, bien soi, sûr. tu vois, cette connexion avec soi-même qu'on rencontre dans la méditation. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour rassurer les gens là-dessus? Hmm. Ouais, eh bien, déjà, merci de permettre qu'on puisse approfondir ce dialogue et cette transmission, parce que là, j'ai fait évidemment un énorme raccourci pour pas Bien sûr. partir dans un monologue Oui, interminable sur ce que je peux connaître maintenant du chamanisme et de l'extrême richesse de ce que peuvent nous apporter, de ce que nous apporte le travail avec les plantes et donc les entéogènes. Mais évidemment, ça peut faire peur parce que l'inconnu fait toujours peur. Et ce sont des choses qui ont disparu de notre société et même quasiment de la civilisation occidentale. Donc, par manque d'éducation, par manque d'information, forcément, on peut en avoir peur. Et aussi parce qu'on fait souvent l'amalgame avec la drogue. Parce que qui dit perte de contrôle, qui dit état de conscience modifié, ben on va penser aux substances, on va penser à la drogue. Donc, on peut facilement faire l'amalgame, mettre tout ça dans le même panier. Il faut bien spécifier que là, on parle de choses qui sont exclusivement, lorsque moi je mentionne le travail avec les chamans et les plantes médecines, exclusivement à des fins thérapeutiques, à des fins de guérison, avec le respect, avec le cadre du sacré, avec des sagesses et des manières de procéder qui sont l'héritage de millénaires et une manière de faire les choses avec beaucoup de conscience et de sérieux. Quand on parle de réels chamans, de réels pagés, de réels guérisseurs, ce sont des missions de vie. C'est une dévotion totale à transmettre ces choses dans les règles de l'art et avec le sérieux et avec la sécurité et avec toutes les précautions nécessaires. Évidemment, il y a des charlatans. Évidemment, il y a des gens qui mélangent tout. Évidemment que le New Age n'a pas apporté des choses que négatives. Ça a été aussi l'âge d'or de ce qui nous a permis, nous, en Occident, de découvrir la méditation, les enseignements de l'Est, le yoga. Mais évidemment qu'il y a eu aussi des dérives, des choses où on a mélangé un peu n'importe quoi, certaines personnes qui sont parties dans des choses sectaires. Donc c'est facile de faire l'amalgame. Et d'ailleurs, si on reprend historiquement le gouvernement Reagan pendant la guerre du Vietnam, on a diabolisé les psychédéliques et ils ont été pénalisés parce que réellement, toutes les personnes qui prenaient des champignons, du LSD ou des, des substances ou des plantes qui amenaient à des états de conscience élargis, même si c'était dans des cadres qui n'étaient pas forcément dédiés à la thérapie ou à la cérémonie, il y avait quand même des ouvertures de conscience. On disait, bah non, j'ai pas envie d'aller au Vietnam tuer quelqu'un, j'ai pas envie de rentrer en guerre pour mon gouvernement. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que je vais rentrer en guerre? Pourquoi est-ce que je vais nourrir de la division et de la violence alors que je ressens dans mon cœur et dans mon âme et conscience que nous sommes part d'un même tout, que nous sommes fruits de cette conscience commune qu'est l'humanité et même le vivant au sens large. Donc ces réalisations étaient très présentes et c'est aussi pour ça que ça a été diabolisé, parce que ça ne servait pas à un gouvernement guerrier. Et comme l'Occident suit beaucoup ce qui se passe outre-Atlantique aux États-Unis, eh bien nous, on a perpétué cette vision-là. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça n'importe comment, bien au contraire. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, je mentionnais le fait que des grands chercheurs, docteurs, professeurs travaillent avec une approche qui fait le pont entre le traditionnel et l'art et le savoir des chamans, des guérisseurs, avec l'approche de la médecine moderne, occidentale, qui est de plus en plus intégrative et holistique pour les personnes qui sont le plus au fait de la manière dont on peut guérir l'humain. Parce que maintenant, on comprend que l'humain, ce n'est pas qu'un corps, ce n'est pas qu'un psyché, c'est beaucoup plus que cela. Donc c'est pour ça que ça reprend une place vraiment importante dans la thérapie, parce que ça donne l'accès à la globalité de ce qu'est l'être humain. Une compréhension beaucoup plus profonde au-delà du mental et de l'identité et de la pensée. On va plonger dans des couches de conscience qu'on pourrait dire
carrément universelle. On va aller suffisamment profond pour guérir des choses extrêmement profondes, mais qui sont liées à des incompréhensions, à des zones d'ombre sur lesquelles les états de conscience élargis vont venir mettre de la lumière. Et de cette compréhension naît la guérison, à la fois dans le corps et l'esprit. On en revient justement à une approche holistique du soin. Parce que si je guéris mon esprit, je guéris mon corps. Et c'est ce que les anciens avaient compris. Donc, quand on fait référence à tout cela, on fait évidemment référence aux choses qui sont faites avec énormément de sérieux, aussi bien dans le monde chamanique tel qu'il existe aujourd'hui à l'ère actuelle, que dans ce que la science moderne, même si c'est encore une minorité, mais commence à, et la médecine moderne occidentale commence à comprendre en acceptant de s'ouvrir aux autres médecines. Parce que là, on parle du chamanisme et des plantes médecines, mais c'est aussi l'ouverture à la médecine chinoise, à l'Ayurveda. C'est comprendre en fait que au lieu d'opposer les choses, on doit les émuler. Au lieu de voir de la différence, on doit avoir on doit avoir de la coopération. On doit avoir des choses qui nous permettent de nous élever, d'évoluer en tant qu'espèce. Et c'est pour ça qu'on est obligé, en fait, de s'intéresser à ces sagesses-là aujourd'hui. Parce que nous sommes une société profondément malade. Ouais. On est aliéné mentalement. On a un cruel manque de conscience. Et qu'est-ce qui nous amène vers plus de conscience? Eh bien, ce sont les états de conscience élargis. Donc, c'est pas évident et c'est pas obligatoire, je veux dire, d'aller forcément prendre des plantes. Mais quand on parle d'état de conscience élargi, ben, on parle aussi de la méditation authentique. On parle aussi de la respiration et éventuellement des plantes. Mais encore une fois, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tous les profils. Il faut en avoir l'appel. Il faut en avoir euh, vraiment la nécessité. Et surtout, il faut avoir l'approche avec les bonnes personnes, celles qui le font avec une bienveillance et une véritable dévotion, et pas pour le business ou le tourisme pseudo-spirituel. Ouais. Je voudrais Merci pour tout ça, Steve. Vraiment, enfin, super. Merci pour ça. Est-ce que ça te semble assez clair? Ah bah, pour N'hésite pas, moi, hein. c'est très clair. Après, aux auditeurs de nous dire en commentaire si c'était clair pour eux. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en N'hésitez dessous de la pas. vidéo. Steve, je voudrais qu'on revienne maintenant beaucoup plus sur la partie sur laquelle tu t'es bien engagé en ce moment. C'est tout ce qui est transmission, mais transmission de la méditation, transmettre ton expérience de la méditation et des exercices de respiration. Qu'est-ce qui, selon toi, peut aider un pratiquant de jiu-jitsu brésilien? Qu'est-ce que ça lui Mhm. apporterait de se mettre à la méditation demain? Hmm. Eh bien, et comme ce que je propose à tous les athlètes que j'ai accompagnés ou que j'accompagne, ou tous les artistes, parce que j'accompagne autant d'athlètes que d'artistes et je refais encore une fois cette parallèle entre la performance physique ou la performance artistique. Il y a beaucoup de choses en commun, ne serait-ce que dans l'aspect mental, évidemment, et puis l'aspect avoir accès à son plein potentiel au service de l'expression, qu'elle soit sportive ou artistique. Et finalement, les arts martiaux comme le jujitsu sont un peu un croisement entre ces domaines, parce qu'on parle réellement d'art martial. Et le jujitsu est certainement un très bel exemple de d'arts martiaux vivants. Donc, je ne répondrai pas que sur l'approche de ce que ça pourrait apporter à un jujitsuka, comme on dit au Japon. Et, mais pour les artistes martiaux en général, et pour les performeurs en général, et pour les gens en général par extension, parce que justement, l'approche que dans laquelle je m'inscris, elle ne sépare pas l'humain de l'athlète, du père ou de la mère de famille, ou du fils ou de l'enfant, ou on ne rentre plus dans une case. Et là, ça va faire le pont avec ce que l'on a dit avant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on redescend un petit peu sur terre, entre guillemets, par rapport à ce qu'on a pu évoquer de plantes médecine, d'état de transe, de conscience élargie, et on revient à juste étudier, en fait, quel est mon fonctionnement, quelles sont mes peurs, quelles sont mes appréhensions, mes schémas limitants, quel est mon système de valeurs et de croyances par rapport à mon éducation, par rapport à mon vécu.
par rapport à des choses qui m'ont été transmises par ma famille, mes parents, le transgénérationnel, l'héritage, et puis de manière plus globale, qu'est-ce que j'ai reçu de mon environnement, de ma culture, euh, la manière dont j'ai grandi, et puis au sein même de ma pratique, si on prend le jujitsu ou d'autres pratiques, quelle est la manière de penser au sein de ce dojo ou dans l'environnement direct? Finalement, on en arrive à questionner notre conditionnement même. Et qui dit conditionnement dit des choses fantastiques, parce que le conditionnement, ça permet aussi d'aller chercher la performance et d'aller chercher une expression forte, mais c'est aussi fermer les choses, parce que c'est rentrer quelque part dans un entonnoir, hein. Et lorsque l'on va travailler sur sa conscience, déjà en investiguant sur ce que nous sommes en tant que construction, en tant qu'humain, en prenant un grand pas de recul. J'aime bien cette image de la cascade. On est la tête sous la cascade. On a juste voilà cette image de je suis sous l'eau et je me prends donc ce torrent en permanence. Eh bien, la méditation, qui est la grande porte pour pouvoir déjà prendre ce pas de recul, c'est faire un pas de recul et voir la cascade du mental, la cascade des pensées devant nous et non plus être sous cette cascade. C'est une image, mais juste pour avancer dans ce que l'on veut partager ici, c'est que une fois que que tu ouvres la porte à une réelle investigation sur toi, de par la méditation, c'est ta vie entière qui va être impactée. Celle du père que tu es, celle du combattant, celle de la personne qui prend ce costume pour aller au travail ou qui prend ce costume pour aller prendre soin de sa famille. Et c'est là où on en vient à quelque chose qui n'est pas fragmenté. Et lorsque ton état de conscience se transforme, tout se transforme. Et toute ta vie dépend uniquement de ta manière de penser, dépend uniquement de ton état de conscience. Donc forcément, une fois que tu vas rentrer dans un travail qui te permet de dépasser tes peurs, de reprogrammer tes schémas limitants, de déployer finalement ta force et ton talent pleinement, ou en tout cas avec un minimum de friction et de résistance, tout va être impacté. Tu peux le mesurer de manière directe dans la performance, mais tu pourras le mesurer dans le rapport aux autres qui va se transformer. Tu vas pouvoir le mesurer lorsque tu es confronté au deuil, aux situations les plus brutales, les plus tristes, la confrontation, la division, les complexités en général de la vie. Une fois que tu travailles sur te comprendre et finalement te libérer de tes propres limitations, tout se transforme. Et c'est là où, pour moi, c'est magnifique de pouvoir observer lorsque j'accompagne ou je transmets ces choses-là, de voir à quel point c'est le chemin que ces personnes emploient, eh ben, ils transforment toute leur vie. Donc forcément, au début, on se dit oui, c'est pour être plus concentré avant le combat. C'est pour avoir une meilleure respiration. C'est pour faire de la visualisation pour, encore une fois, aller plus vers de la victoire ou bien revoir mes techniques. Mais en fait, tu te rends compte que la porte que ça ouvre, elle va basculer en fait vers quelque chose de mystique, de spirituel, Ouais. mais pas au sens, encore une fois, on en revient à ça, pas au sens extrait de la vie, qui s'applique à la vie de tous les jours. Et là, on en revient au kung-fu, on en revient aux arts martiaux, on en revient à des personnes comme Rickson Gracie. Le jujitsu ou le kung-fu, c'est pas que sur le tatami. C'est ta manière de te comporter, c'est ta manière de pouvoir tendre la main pour les autres, c'est ta manière de cuisiner, c'est ta manière de prendre soin de ton corps, c'est ta manière d'élever tes enfants, c'est ta manière de prendre la parole. C'est là que tu es un artiste martial et un artiste de la vie. Superbe, superbe. Tu sais, moi, j'ai commencé la méditation, ça devait être en 2013, 2014. Euh, je l'ai, je m'y suis mis, tu vois, un petit peu comme un remède. Parce que dans ma vie, pareil, je faisais face à des choses qui ne me convenaient pas. J'étais pas la meilleure version de moi-même à ce moment-là. Mais je m'en rendais bien compte. Et j'ai commencé un peu tout seul, tu vois, avec des méditations guidées. Et tu vois, c'est des applications. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. On fait que suivre une voie, on respecte les consignes. Et puis, il faut du temps de pratique. Au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, là, tu commences, tu vois, à faire tomber certaines barrières parce que c'est comme le sport. Tu t'entraînes, tu commences à ressentir des choses comme en sport, tu verrais ton corps évoluer. Eh bien, en fait, par la méditation, avec la pratique régulière, tu commences à sentir des choses en toi, comme si tu t'écoutais toi-même, t'écoutais vraiment tes pensées, tu ressentais vraiment qui tu étais. Et ça m'a pris du temps, beaucoup de temps, tu vois, pour comprendre des choses. Et quand je les ai plus ou moins compris, comme quand j'ai pensé que les avoir compris, ça a eu un impact sur moi.
mon comportement a changé, ma vision du monde a changé. Et comme j'ai dit, ça a pris du temps. Je dis ça parce que toi, tu viens de lancer ton académie, tu suis les personnes, tu les accompagnes, tu les guides. Est-ce que toi, tu fais gagner ce temps, ces semaines, ces mois que moi j'ai passé en solo à découvrir, à peut-être batailler un petit peu? Est-ce que en venant dans ton académie, tu guides les gens, tu les rassures, tu leur dis à quoi s'attendre? Comment ça se passe? Hmm. Eh bien, la communauté en ligne, le dojo en ligne, justement, hein, pour moi, c'est vraiment rassembler tout ce que j'ai pu étudier en termes de pratique par justement différentes approches de la méditation traditionnelle dans le bouddhisme ou contemporaine comme la mindfulness, la méditation de pleine conscience, qui vient directement, en fait, c'est une méditation laïque qui n'est pas liée à une religion, même comme le bouddhisme, mais qui en fait, c'est la même pratique. C'est l'observation de ce qui est. Donc, si on veut rentrer dans quelque chose de plus concret, on doit absolument passer par la pratique et la pratique la plus régulière et la plus profonde possible. Et l'intention de cette communauté, c'est de donner tous les outils nécessaires, mais pas comme il y a un problème, je te donne une solution tout de suite. Parce que ça, c'est pas réaliste, surtout quand il s'agit de la conscience et du cheminement de conscience que l'on peut opérer chacun dans nos vies. C'est un processus infini. Quand ce processus prend fin quelque part, bah, c'est quand l'on meurt. Il n'y a pas de limite à la méditation, il n'y a pas de limite à notre prise de conscience. Et on sera toujours confronté par les défis de la vie et on aura toujours autant de problématiques qui sont en fait des tremplins possibles, potentiels à notre éveil. Bien, la méditation, c'est tout ça, c'est de comprendre à quel point on peut transformer notre conscience nous-mêmes de manière individuelle de l'intérieur. Et toute l'intention de ce dojo en ligne, c'est de permettre à chacun de montrer une direction, mais que chacun puisse faire le travail de par soi-même. Donc, on en revient aux fondamentaux de la méditation et on pratique, on observe les sensations corporelles, les sons, les images derrière les paupières. Et on revient vraiment à la base et puis on décortique pourquoi on le fait ça, comment fonctionne le corps par rapport à cela, le système nerveux. Et puis, je tâche de donner une approche qui est aussi bien occidentale, c'est-à-dire par rapport à la science, avec des apports de par les sciences cognitives ou les neurosciences ou de la psychologie, que des apports de par la vision védique ou, euh, ou de la vision, disons, traditionnelle telle qu'on la voit en Chine, c'est-à-dire quand on va parler de méridien, de chakra, en tout cas d'énergie au sens chi, au sens prana, d'énergie vitale, parce qu'évidemment, lorsque l'on travaille en méditation ou en respiration consciente, on développe une acuité de plus en plus profonde sur le corps, sur l'esprit dans le corps et le mental. Donc on se rapproche de ce que l'on est dans l'essence. Et c'est vraiment ça pour moi la communauté, c'est de donner un espace, de permettre un espace où je vais tout infuser. Toutes les études en temps réel, par exemple là, le fait d'être au Népal, à étudier certaines choses sur l'anatomie énergétique, les chakras, la guérison telle que l'on a cette approche dans cette région du monde, eh bien j'en ferai une transmission directe. Et c'est vraiment, voilà, c'est ce vecteur de transmission ouvert que je visualise comme devenir une véritable bibliothèque aussi, parce que tous les lives deviennent des replays, ou à terme, bah, c'est un endroit où on peut venir pratiquer, apprendre plein de techniques de pranayama, de respiration, allant de Wim Hof, aux respirations de libération somato-émotionnelle, mais avec le cœur d'une pratique, un noyau dur qui est la méditation et la méditation de pleine conscience. Et ça, c'est pas vraiment quelque chose qu'on apprend et puis c'est bon, même pas du tout. C'est quelque chose, c'est un domaine, un art où on a besoin d'y revenir tout le temps parce qu'on a besoin de régénérer notre attention. On a besoin de cultiver notre état de conscience et notre état d'éveil. Et voilà, c'est clairement ce qui se passe au sein de ce lieu et c'est clairement comme ça que je le visualisais et je sais que ça va être un grand chapitre et mon intention est que de plus en plus de personnes puissent avoir accès à cela parce que c'est pas si simple d'apprendre à méditer, Mhm. de le faire dans des conditions où on se sent aussi guidé, parce que comme tu le dis, des fois tu commences, tu fais des méditations guidées, c'est super, ou tu vas faire une retraite vipassana, etc. Mais il n'y a pas tant d'endroits en comparaison de l'immense et de l'infini euh, apport que la méditation, les pratiques méditatives
donne à nos vies et la manière dont cela peut transformer notre existence, bien en comparaison, on en trouve très peu en fait de lieux où on peut méditer. Donc le dojo en ligne se veut être un de ces espaces et mon but c'est d'approfondir sans cesse la transmission et les Ouais. pratiques. Steve, et pour tous ceux qui sont là avec nous, hein, je mettrai le lien du dojo sous le descriptif de cette vidéo. Vraiment, allez jeter un œil et n'hésitez pas à aller souscrire, allez vous former pour vous-même. C'est En fait, ça, c'est un travail de développement personnel, comme on pourrait le dire. Mais tu vois, au sens, oui, je développe mon intérieur et ça va rejaillir sur mon extérieur. C'est ça en fait. C'est ce travail personnel interne qui va rejaillir sur l'extérieur, sur comment je perçois les choses, comment je me perçois dans mon environnement, mes relations avec les autres. C'est vrai que ça peut aller jusque-là, ça peut aller jusque-là. Le gain de confiance en soi, parce qu'en fait, quand on est plus posé, quand on a vraiment cette sensation d'être... C'est comme une remise à zéro, j'ai envie de dire, cette méditation, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses, toi? complètement. Ben, c'est important peut-être pour les personnes qui ne sont pas initiés ou qui ont peut-être des préjugés sur ce que peut être la méditation, c'est tout sauf chercher à faire le vide et être en haut d'une montagne à manger des graines. La méditation, c'est être pleinement à ce qui est, ici et maintenant. Sauf que notre conditionnement, on en revient à ce que l'on disait tout à l'heure, tout ce que l'on a vécu, tout ce qui, par accumulation d'expériences vécues et de mémoire et d'identification à un soi illusoire, parce que construit de toutes pièces et parce que surtout en mouvement. Le soi se nourrit quotidiennement de nos expériences et de la mémoire. Et on accumule du connu. Donc, au bout d'un moment, on devient une forme d'entité dans un fonctionnement automatique qui n'est que le fruit de ses expériences passées, de ses mémoires, et qui vient fonctionner presque en roue libre parce que la pensée prend toute la place et c'est aussi la structure et le fonctionnement de notre société qui veut ça. Mais je deviens cette pensée, je deviens cette identité et je me pose même plus la question de savoir est-ce que j'aurais pu être autre chose, est-ce que j'ai accès à d'autres talents en fait si je sors de ce prisme limité de l'idée que j'ai de moi-même. Et finalement, tout ce que je perçois du monde, est-ce que c'est vraiment le monde ou est-ce que c'est ce que je connais, que je projette? Est-ce que c'est mes conditionnements et mes croyances que je calque et que je projette tout autour de moi et finalement, je ne vois pas vraiment les choses. Je vois que ce que je projette et qui me revient. Donc tout cela, en fait, c'est percer, c'est développer ce qu'on appelle une vision pénétrante, hein, vipassana, c'est une des traductions du vipassana, c'est de percer le voile de l'illusion qui est en fait fruit de notre conditionnement et fruit de notre perception du monde qui est limitée par notre identité. Donc développer la méditation, c'est effectivement élargir ce spectre-là, mais si on veut parler de manière tout à fait, disons, entre guillemets, superficielle, c'est avoir une gestion du stress de plus en plus profonde. Une gestion émotionnelle, ça va avec de mieux en mieux. Les personnes qui sont anxieuses, évidemment, on va transformer ça. Euh, la productivité, bah, on est beaucoup plus clair, beaucoup plus lucide. Ça joue sur la qualité du sommeil, ça joue sur la santé en général. On parlait tout à l'heure des personnes qui ont des problèmes psychiques et des plantes médecines, mais la méditation, elle est présente dans l'accompagnement des grands dépressifs, dans certaines cures pour le cancer ou pour ben, dans plein de centres où on traite vraiment des problèmes de maladies lourdes au niveau du corps, on a compris qu'on ne pouvait pas exclure l'approche méditative parce que c'est ton état de conscience qui va te guérir. Ton corps souffre parce que ton esprit souffre. Ce sont des zones d'ombre dans tes croyances et ton système de perception du monde et tes conflits qui vont créer de la maladie, le maladie, de la souffrance dans le corps. Donc, une fois qu'on investigue là-dessus et qu'en fait, on vient avoir cette vision plus pénétrante, plus profonde de la nature des choses et de finalement pourquoi est-ce que je suis là sur Terre, eh bien, naturellement, le soin opère parce qu'on rééquilibre des choses profondes en nous qui fait que le produit de cette harmonie, de cette homéostasie entre le corps et l'esprit, entre la conscience plus profonde et le mental limité, eh bien évidemment que toutes ces choses-là s'équilibrent parce que le stress négatif et les problèmes de gestion d'émotions ou de trauma et ces choses-là, ce sont des choses qui n'ont pas été traitées, qui n'ont pas été comprises. Donc, c'est là, encore une fois, que tu te retrouves face à moi, je n'ai pas trouvé, mon Julius, je n'ai pas trouvé de voie
plus complète, plus holistique, plus pertinente que la méditation authentique. Et ça fait des millénaires qu'on en parle. C'est ce que Siddhartha Gautama, le Bouddha, a transmis. Mais lui, il l'avait appris de grands maîtres et de grands sages yogis. Et on peut rechercher dans la plupart de toutes les transmissions mystiques et spirituelles la méditation, même si on l'aborde différemment, mais elle a toujours été centrale. Ouais. Les ancêtres avaient compris que c'était la voie de la libération de l'esprit, la voie de la paix profonde, mais pas en tant que quelque chose de superficiel, en tant que compréhension de la vie et de notre passage même dans la vie. Une fois que tu comprends cela, naturellement, les choses se rééquilibrent et tu transformes complètement ton interaction interne et, comme tu l'as dit, externe, parce que tu rayonnes ta conscience dans le monde qui t'entoure. C'est, dans tous les cas, j'espère que tout ce que tu dis et tout ce qui est le fruit de cet échange sèmera des graines dans les têtes de tous les auditeurs. Euh, Moi, pour faire encore un petit point sur mon expérience de la méditation et jusqu'où ça m'a, tout ce bien-être, je vais dire que ça m'a apporté dans ma pratique de la naturopathie. Alors, je fais de naturopathie et nutrition, j'appelle ça naturonutrition. J'ai été amené à suivre aussi, tu vois, des pratiquants de jiu-jitsu brésilien d'un certain niveau qui faisaient de la compétition. Mais, tu vois, il y a encore quelques années en arrière, la méditation n'avait pas autant le vent en poupe qu'elle pourrait l'avoir aujourd'hui. Et donc, du coup, quand je mettais ça, tu vois, petit à petit en avant, on me disait, tu vois, OK, on va s'arrêter là, on va pas aller plus loin. Mais euh, je sais que les graines ont été semées il me plaît à voir maintenant ces mêmes athlètes qui pratiquent la méditation, qui sont suivis par des préparateurs mentaux euh, et qui leur font faire de la méditation. Donc, je me suis dit que je l'ai peut-être mis en avant, mais peut-être pas au bon moment pour eux. Et très content que ce soit mis en place parce qu'en fait, eux-mêmes vont pouvoir tester tous les bénéfices que ça apporte et ensuite irradier, tu vois, de ce bénéfice auprès de leurs élèves. Ce qui fait que, je pense, de manière exponentielle, on va avoir une vision plus, enfin, plus comment dire, ça va être noyé un peu, une meilleure approche de la méditation, pas de connotation négative, tu vois ce que je veux dire, quoi. On va dire, ok, ça fait partie Intégré, intégré, ouais, ça va faire partie du complètement champ intégré. naturel de toute cette évolution. Steve, c'était le petit mot comme ça. Toi, on sait que, enfin, on a échangé, tu vas partir là à Dubaï et au Népal. Ouais. Tu pars combien de temps? Comment on peut suivre tes aventures? Est-ce que tu les partages? Et sinon, où est-ce qu'on peut te suivre si on veut communiquer, si on veut échanger avec toi? Alors, avant de répondre à cela, je voulais juste ajouter, en résonance avec ce que tu as Oui. dit par rapport à l'intégration de la méditation, c'est que je pense qu'il y a autre chose qu'il faut préciser, c'est que la méditation, même si ça prend une forme de pratique, c'est-à-dire si on a une assise et il y a des certaines choses, pourquoi on s'assoit, bah, c'est pour plusieurs raisons au niveau du corps, au niveau du cadre dans lequel il est plus propice de méditer. Mais la méditation, ce n'est au-delà d'une pratique, c'est surtout un état d'être. Quand on dit la pleine conscience, c'est avoir une vision beaucoup plus vaste et beaucoup plus profonde. Donc c'est au-delà d'une pratique. Et c'est ça, je pense, qui est un point crucial au niveau pédagogique lorsque l'on parle de méditation et justement par rapport à ce que tu disais, à son intégration dans la performance sportive, dans l'entraînement et dans la vie de tous les jours pour répondre à des problématiques humaines au sens large. Et la méditation, ça cultive, en fait, ça prend peut-être au début une structure de forme et de pratique, mais c'est un état d'être. C'est-à-dire qu'on transforme notre état et on accède à l'état avec le temps le plus ample, le plus vaste de ce qu'est l'expérience humaine, en fait. Ni plus ni moins. Donc voilà, c'était juste pour préciser que on parle de pratique méditative, mais que la pratique, en fait, t'amène à une dissolution, à une fusion de la pratique dans ta vie quotidienne. Et c'est ça la véritable transformation qui s'opère jour après jour. Voilà.
Et sinon, concernant le fait de pouvoir me suivre et communiquer, j'utilise principalement, bah, même vraiment Instagram, parce que j'ai bien aimé resserrer les choses sur ce réseau-là. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à me contacter. Voilà, j'utilise principalement ce vecteur pour communiquer et pour partager les études et les recherches et les expériences et les aventures. Et puis, bah, la communauté, hein. Une fois qu'on a intégré la communauté, c'est 2 lives par semaine, c'est tous les replays, et puis c'est un mur, ça ressemble un peu à Facebook à l'intérieur de la communauté où chacun maintenant peut poser ses questions, euh, partager des choses. Et ce qui est super, c'est que quand je réponds à une personne, bah, tout est public. Donc ça permet de nourrir un dialogue et un échange, bah, comme dans un dojo, lorsque toi tu réponds à un de tes élèves devant tout le monde. Mais c'est comme ça qu'on progresse. C'est parce que les problématiques et les questions des uns bah, vient nourrir les recherches des autres et peut même éveiller d'autres réflexions ou d'autres manières de se questionner. Donc ça, c'est là où la communauté aussi prend toute sa force. C'est dans ce travail collectif. Donc, ça sera ça. Effectivement, je vais à Dubaï pour donner une conférence auprès d'un collectif d'entrepreneurs francophones. Et bah, l'intervention sous forme de conférence, pour moi, elle prend le plus en plus de place dans ce que je fais et aussi de sens parce que bah, c'est le moyen d'être en contact avec un certain nombre de personnes et puis d'avoir cette approche aussi où je peux mettre, on l'avait vécu ensemble au dernier festival de notre frère Pierre, mais de faire vivre des méditations collectives, en fait, de permettre aux gens de respirer ensemble, de l'expérimenter en direct et de bénéficier encore une fois de ce champ collectif. C'est très fort de vivre cette expérience parce qu'on peut parler de la méditation, on peut parler de la respiration, mais quand tu en fais l'expérience directe, c'est autre chose. Donc là, c'est intéressant parce que Dubaï, c'est certainement le cœur de la matrice à bien des égards. Le milieu de l'entrepreneuriat, on sait à quel point il peut être superficiel, il peut être euh, pourri aussi à certains égards. Hein, je le dis comme ça vient parce que je le vois dans le business, pourri au sens euh, corruption de la manière dont la société nous a amené à chercher le profit, à chercher l'addiction au profit, à chercher la compétitivité, mais pas la compétitivité saine qui t'élève et qui t'élève grâce à l'autre, la compétitivité où on veut gagner sur l'autre, mais d'une manière pas fair play. Donc je dis pas que les personnes auxquelles je vais m'adresser sont forcément là-dedans, mais pour avoir accompagné et accompagnant toujours de grands entrepreneurs, ça fait partie de la réalité. C'est aussi des mondes de requins. Et je veux arriver à pouvoir infuser en commençant par des choses comme on l'a dit, toi et moi, basiques, gestion du stress, productivité, meilleur sommeil, rapport aux émotions plus saines et, euh, et intelligemment perçues pour certainement ouvrir des champs de conscience aux personnes qui sont prêtes à recevoir certaines choses et ensuite à se mettre en chemin de par elles-mêmes. Et puis ensuite, j'irai donc au Népal voir un de mes mentors, Raoul Barty, pour faire un travail poussé sur l'anatomie énergétique, le Qigong, le travail avec les bauls tibétains, les enseignements védiques et aussi des transmissions plus profondes autour du bouddhisme et de l'hindouisme au niveau philosophique. Et je partagerai évidemment tout cela en temps réel. Magnifique. Écoute, mon Steve, je mettrai tous les liens en dessous de la vidéo. Vraiment, j'invite tout le monde à aller suivre le travail de Steve. Euh, voilà, je vous invite vraiment à le faire. Steve, merci beaucoup. Je sais que ton temps est précieux. Je sais que tu t'en vas très prochainement. Ton voyage débute très prochainement. Je vais pas te prendre plus de temps. Merci encore. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Et puis, je te dis à très bientôt. Mon Merci, Steve. Julius, merci beaucoup à toi pour ton accueil. Merci à Et tous. et pour tous Os, les Jujiteros, si vous êtes encore là, merci de liker, partager, commenter. Laissez-nous vos impressions, vos questions. J'y répondrai. Je transférerai les questions auprès de Steve. Et je vous dis à très bientôt. avec joie. Allez, paro!